média Renaud Malik consacré ce soir à la polémique autour du film Hold Up. Hold Up, retour sur un chaos, c'est ce documentaire Fleuve qui prétend dénoncer les nombreux mensonges autour de la pandémie. Il a été mis en ligne il y a une dizaine de jours. Il totalise aujourd'hui plus de 2,5 millions de vues. Extrait. Le monde médical et scientifique a perdu une certaine crédibilité parce que ce débat est clôturé. La démocratie a été totalement bâillonnée en France. Dès lors que vous faites croire à quelqu'un qu'il est en danger de mort, vous en faites ce que vous voulez. Hold Up, un documentaire citoyen selon les réalisateurs, un coup de force complotiste selon le journal Le Temps qui a consacré un article cette semaine. Alors on va s'interroger sur le succès de ce film mais aussi sur le traitement médiatique dont il a fait l'objet. Avec nous Stéphane Benoît-Godet, rédacteur en chef du Temps, Jacques Pilet du site d'opinion Bon pour la Tête et Grégoire Lemarchand, journaliste à l'agence France Presse, responsable de la rubrique de fact-checking AFP Factuel. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir. Bonsoir. Alors Stéphane Benoît-Godet, on citait à le titre de l'article du Temps paru cette semaine. Qu'est-ce qui a fait dire à votre collègue et qu'est-ce qui vous fait dire qu'on est face à un film complotiste ? C'est vrai que c'est une succession de témoignages d'experts ou de pseudo-experts ou d'experts renégats qui sont sortis un petit peu de la ligne et qui finalement ont une vision extrêmement catastrophiste, mais qui est valable dans une démocratie, contrairement à ce que disait la députée qu'on voyait dans l'extrait. Et c'est très bien que toutes les opinions s'expriment, mais c'est vrai qu'on a quelque part une sorte de pot pourri de tout ce qui peut être dit par ce qu'on appelle les complotistes, qui souvent disent une chose et son contraire, par exemple. Typiquement, ils vont vous dire que c'est une grippette, tout ça, mais en même temps qu'il faut absolument la chloroquine pour sauver des millions de vies, rappelez-vous la grippette, où ils vont dire par exemple aussi que les riches ont créé cette pandémie en fait pour tuer les pauvres, il est question d'un moment du terme holocauste, on va tuer des pauvres, alors qu'avant on dit en fait qu'on va essayer, Big Pharma va essayer de passer tout le monde au vaccin et comme ça fera les milliards des compagnies pharmaceutiques. Donc c'est vraiment des raisonnements qui tiennent absolument pas la route, qui tiennent pas debout et qui sont très inquiétants, mais on est dans une démocratie, donc il faut écouter ces gens. Et puis, 2,5 millions de vues, effectivement, il y a de l'audience pour cela. Grégoire Lemarchand, le terme complotiste, est-ce que l'AFP l'a utilisé à propos de ce film ? Disons que nous, ce qu'on a utilisé, c'est que ce film a des relents complotistes. Après, on a essayé d'expliquer pourquoi ce film marchait et continuait à marcher. D'abord, c'est une question de forme. On a là, ça se présente comme un documentaire qui dure plus de 2h30, qui prend les formes d'une enquête professionnelle avec des gens en studio, avec un montage léché, avec des musiques, où on joue aussi sur les silences, où il y a beaucoup de choses. C'est aussi un documentaire qui sort, et je mets des guillemets documentaire, c'est important, qui sort à un moment presque propice. En France, on est rentré dans un deuxième confinement, un confinement qui est encore moins évident à vivre que le premier, qui pose beaucoup de questions. Les gens se posent beaucoup de questions sur l'après, les conséquences sanitaires, mais sociales, économiques. On va vraiment vers l'inconnu et les gens ont peur, donc il sort vraiment au bon moment et il arrive aussi dans un contexte de défiance extrême, une défiance à la fois de la parole publique. En France, le gouvernement a été très critiqué et continue d'être très critiqué pour sa gestion de la pandémie, notamment sur le sujet des masques, puisque dans un premier temps, on a conseillé aux gens de ne pas les porter et ensuite d'en faire quelque chose d'obligatoire. Et puis dans un contexte plus global de crise envers les médias. Donc ce qui est, moi j'aime pas trop le terme complotiste et le mettre à toutes les sauces, mais ce qui est intéressant en fait, c'est que on est dans un moment extrêmement difficile et que cette vidéo apporte des réponses assez simples à quelque chose qui est beaucoup plus compliqué. Et les gens essayent de se rassurer avec cette vidéo, finalement, qui apporte beaucoup de réponses très simples, assez simples finalement, dans ce qu'on décrivait mon confrère du Temps, alors que la réalité est beaucoup plus complexe, beaucoup plus nuancée. Jacques Pilet, ce film, vous l'avez vu, vous me disiez... Il y a des aspects qui m'ont pas convaincu, d'autres qui m'ont convaincu. Vous me disiez aussi que vous n'étiez pas totalement à l'aise avec l'emploi du terme de complotisme ou complotiste à propos de ce film. Comment est-ce que vous expliquez déjà son succès ? Oui, d'abord, c'est un phénomène incroyable. 2,5 millions de visiteurs, là, en même pas 2 semaines. C'est absolument du jamais vu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Je crois que c'est l'expression d'un immense désarroi dans la population qui a peur
peut-être pas tellement de tomber malade, mais peur de ce qui va arriver demain. Est-ce qu'on est vraiment condamné à restreindre nos libertés à ce point, à casser l'économie, la vie en société? Et puis lorsque les mesures vont être allégées, est-ce que l'épidémie va reprendre? Et puis on repartira pour un nouveau confinement? Enfin, il y a une véritable angoisse. Alors cette angoisse, elle suscite énormément de questions. Et alors on cherche aussi des questions hors du discours officiel dont on est quand même matraqué depuis des mois. On se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres points de vue, d'autres interprétations? C'est pas si facile de trouver ces voix un peu différentes. Alors, on explore Internet et on tombe sur toutes sortes de sites, de vidéos assez chaotiques, parfois très sensées, parfois complètement délirantes. Puis, réellement, la force de ce film, c'est de réunir plusieurs de ces voix dans un film. Alors, d'abord, ce n'est pas un documentaire, bien sûr. C'est un film à thèse, avec tous les trucs de la fiction des films américains. Il reprend quand même les codes du documentaire. Pas vraiment, avec l'utilisation, comme cela a été dit, d'une musique dramatique, d'une voix off dramatique, avec un petit dessin animé ici ou là pour relancer l'attention. Moi, je vous dis franchement, j'ai été gêné déjà par cette forme. Parce que, ben voilà, on est déjà tous... aux ordres, n'est-ce pas, de nos autorités qui nous disent ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. J'aime pas tellement ça par nature. Alors je sais pas, pour me faire guider, prendre par la main pour me conduire à une conclusion, à une thèse que je juge d'ailleurs complètement absurde. D'accord, mais qu'est-ce qui vous a convaincu alors? Pas question de se convaincre. J'ai été intéressé par de très nombreux témoignages de personnes sérieuses, compétentes, d'ailleurs qui souscrivent d'ailleurs pas forcément à la conclusion du film, et effectivement de retrouver ces éclairages différents sur l'interprétation de ce qui nous arrive, parce qu'il y a les faits, d'ailleurs pas toujours facile à établir, et puis il y a le discours sur les faits, et d'entendre un discours différent, j'ai trouvé que c'était très stimulant. Et je crois qu'il n'y a pas 2,5 millions de complotistes qui regardent ce film. Il y a des gens qui cherchent d'autres angles de vue par rapport à ce qui arrive, et après leur jugement critique, ils adhèrent ou ils adhèrent pas à la conclusion. Voilà pourquoi j'ai trouvé ce film intéressant, détestable par certains côtés, mais néanmoins intéressant. Stéphane Bonagodet. Ouais, pour moi, c'est du show business, c'est du divertissement. On dirait que dans un moment comme ça, de grands troubles, on a tous peur, faut être clair, on est tous dépressifs, on ne sait même pas si un jour on sortira de ce confinement, donc il y a quand même de quoi s'inquiéter. Eh bien, vous avez quelque chose à la fois qui est une sorte de... Vous vous rappelez, quand on est petit, il y a ces choses à colorier avec des chiffres comme ça, et puis une fois que vous avez relié tous les points, waouh, vous avez quelque chose, vous avez un personnage, quelque chose que vous reconnaissez, Mickey Mouse ou quoi. Bah là, il relie les points, donc c'est super chouette d'avoir quelqu'un qui donne du sens un petit peu à un moment où il n'y en a pas, même si le sens est complètement biaisé. Et puis après, c'est vraiment du show, c'est-à-dire qu'il y a cette musique pesante, et c'est vrai, alors je suis tout à fait d'accord là-dessus avec Jacques Pillet, je pense qu'il n'y a pas 2,5 millions de complotistes qui ont regardé ça, il y a beaucoup de gens aussi qui passent d'un complot à l'autre, qui passent d'une vision du monde à l'autre, et ça ne veut pas dire forcément qu'ils la partagent complètement, mais c'est vrai que vous regardez par exemple les platistes, les gens qui pensent que la Terre est plate, et ben voilà, en général c'est des gens qui croyaient aussi peut-être qu'à un moment donné, le 11 septembre, c'était pas la version officielle qui était vraie, puis après ils passaient à autre chose. Il y a une sorte de marché comme ça que les gens font dans l'intime, d'aller vers une histoire ou vers une autre. Alors j'aimerais bien qu'on parle maintenant du traitement médiatique dont ce film a fait l'objet. Grégoire Lemarchand, il y a eu un certain nombre de médias, Le Monde, Libération ou l'AFP qui ont entrepris de fact-checker le contenu du film. Vous avez consacré plusieurs articles à ce sujet. Pourquoi autant d'efforts pour un simple documentaire comme celui-là ? Parce que ce documentaire, quand on l'a repéré, quand on l'a vu et qui commence à circuler massivement sur les réseaux sociaux, sur Facebook, ailleurs, sur les plateformes vidéo, il était déjà beaucoup vu. Et puis, nous, on recevait beaucoup de messages à l'équipe AFP Factuel, beaucoup de messages nous dit ma famille est en train de regarder ça, me pose plein de questions, j'y crois pas, ou j'ai plein de doutes, donnez-moi des arguments, donnez-moi des choses. Donc voilà, c'est pour ça qu'on y a passé du temps. Et ça, je crois que c'est fondamental de le faire. Beaucoup de gens critiquent et disent mais attendez, là, les journalistes,
journalistes, si l'AFP, Le Monde, Libération en France ne s'en étaient pas saisis, personne n'aurait jamais entendu parler. C'est faux. Ce film circulait massivement et engendrait, comme on dit dans le langage des réseaux sociaux, beaucoup d'engagement. Voilà, et je crois qu'il faut surtout pas mépriser ça. Donc c'est important de prendre ça en compte. Si je prends l'exemple en France, pourquoi les médias français n'ont pas compris le mouvement des Gilets jaunes à l'origine? C'est parce que il se passait beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, un terrain que les médias français n'avaient pas investi et n'avaient pas compris l'ampleur du mouvement. Donc je pense que ce film a trouvé un public, et je suis d'accord, c'est pas 2 millions de complotistes, 2 millions de gens qui adhèrent à tout ce qui est dit dans ce film. C'est 2 millions de gens, voilà, qui ont été happés par ce film qui encore une fois est bien fait. C'est le négatif d'un reportage, d'une enquête journalistique, mais qui quelque part est bien fait. Et voilà, ils se posent des questions. Donc il faut leur donner des arguments. Et je terminerai juste en disant que, voilà, encore une fois, le fact-checking, qui est une discipline dont on parle beaucoup depuis quelques années, n'a pas l'ambition et n'a surtout pas la prétention de résoudre le problème de la désinformation. Mais en revanche, je pense il y a beaucoup d'autres choses à faire, mais en tout cas, quand on est journaliste, quand on est un média, on ne peut pas rester silencieux là-dessus et dire attention, ce film comporte au moins une trentaine d'erreurs, de fausses informations, de tromperies et d'interprétations erronées. Mais ce traitement médiatique intense dont a fait l'objet le film, Stéphane Benoît-Gaudet, généralement très critique, soit sous la forme d'un fact-checking, soit avec des interviews diverses, est-ce que ce traitement-là n'a pas pu produire des effets contre-productifs? Est-ce que déjà il n'a pas offert une magnifique publicité au film? Non, je suis d'accord avec mon confrère, il faut absolument parler de ces choses. Vous vous rappelez l'élection de Donald Trump, on a justement dit, parce qu'on n'avait pas voulu voir aux États-Unis les gens à l'intérieur du pays qui n'étaient pas contents, du coup les grands médias n'ont peut-être pas vu l'émergence de Donald Trump. Nous, notre job, c'est d'expliquer l'époque. C'est d'aller vers la vérité, de chercher les faits, de mettre en perspective, mais c'est aussi de comprendre l'époque. Je suis totalement d'accord avec mon confrère. Si on ne comprend pas la montée des Gilets jaunes comme média, on s'est planté. Là, on doit comprendre pourquoi ça fascine, on doit en parler, quand bien même, bien sûr, on fait de la publicité à ce moment-là, mais vraiment, le job, c'est difficile. Et je dois tirer mon chapeau aux gens qui font du fact-checking. C'est super difficile, notamment avec ces gens qui ont des attitudes complotistes, parce qu'en fait, c'est comme un enfant qui n'arrête pas de vous poser des questions, parce qu'au bout d'un moment, évidemment, quand on vous pose 20 fois des questions, il y a un moment où vous savez plus quoi répondre, et ça, c'est un peu la difficulté avec les complotistes, c'est qu'ils posent des questions, et vous courez derrière eux, et en fait, vous aurez jamais le temps de répondre à toutes les questions qui seront déjà en train d'en inventer d'autres. Donc, c'est à la fois un job très important, le fact-checking, dans la vie journalistique maintenant, en 2020, mais en même temps, c'est peut-être aussi quelque chose qui est inabouti, et on n'arrivera jamais à répondre à toutes ces questions. Ouais, on dit souvent, c'est un petit peu la version moderne du mythe de Sisyphe, le fact-checking. Jacques Pilet, moi j'aimerais bien parler d'un article qui a été publié cette semaine sur le site Bon pour la tête, pour dénoncer le traitement médiatique autour du film, une forme d'acharnement. Et je cite la journaliste qui a écrit cet article: le documentaire a eu pour réaction de déclencher les positions qu'il dénonce: conformisme absolu, soumission aveugle, intolérance face aux opinions divergentes, biais médiatique, censure par les tribunaux du web et assassinat de la liberté d'expression. Alors pour vous, par exemple, quand des grands médias comme l'AFP entreprennent de fact-checker le film, on est dans l'acharnement? Mais je dis rien contre le fact-checking, c'est très bien. Mais il y a une violence contre ce film absolument incroyable. Et cette violence indique bien que ce film a malgré tout touché un point sensible. Et c'est quoi le point sensible? C'est que nous avons un discours dominant, univoque. Moi, j'aimerais citer Edgar Morin, qui, du haut de ses 99 ans, tweetait l'autre jour: toute contestation d'une affirmation officielle ou d'une croyance largement répandue est désormais considérée comme complotiste. Alors, le problème, la question qu'on doit se poser, c'est: pourquoi est-ce que les voix autorisées, et il y en a quelques-unes dans ce film, on a dû aller les chercher dans ce film? Pourquoi est-ce qu'on ne les a pas entendus ailleurs, dans les autres médias? Après tout, voilà, je vais citer des noms. Nous avons en Suisse Jean-Dominique Michel, qui est très diffamé bien souvent, qui néanmoins a travaillé pour l'État de Genève. On a Astrid Struckelberger, qui enseigne à la faculté de médecine de Genève. Ce ne sont pas des rigolos, ce ne sont pas des foldingues, ce sont des gens qui ont une autre vision. Eh bien, il fallait regarder ce film pour les entendre ou aller explorer Internet. C'est dommage. Je crois que nous avons besoin aujourd'hui d'un vrai débat ouvert, y compris avec les voix dérangeantes, afin que les gens puissent se faire une opinion propre. Parce qu'il faut bien voir que là, on
approche, une inquiétude qui va au-delà des faits concrets. Sur le port du masque, adéquat ou pas, on a à peu près tout entendu, même dans les voix les plus officielles à ce sujet. Efficacité du confinement, on a à peu près tout entendu là-dessus. Mais j'aimerais aller au-delà de ces faits pratiques. Il y a une inquiétude par rapport à la docilité que l'on nous demande. Est-ce que cette docilité, peut-être justifiée, est-ce qu'elle va se prolonger demain? Est-ce qu'on va l'exiger sur d'autres sujets? Il y a le problème de la surveillance. On a en même temps, on découvre la puissance incroyable des GAFA. On n'avait pas besoin de cela pour la constater, mais on voit qu'il y a des censures. On a des opérateurs privés, notamment les GAFA, qui décident de censurer tel poste, telle opinion, tel autre. On a même des voix politiques, notamment en France, qui exigent des sanctions, l'interdiction d'un tel film dit complotiste. Pour moi, ça, donc, je vais terminer là-dessus. Il y a une vraie inquiétude quant à l'avenir de nos liberté. Finalement, ça équivaut un peu à ce que disait Natacha Polony de l'hebdomadaire Marianne. Stéphane Benoît-Godet disait « Ce film, c'est ce qui arrive quand certaines questions sont interdites, quand certaines opinions sont systématiquement censurées. » Qu'est-ce que vous répondez à ça? Oui, mais ça c'est drôle. C'est les journalistes qui veulent pas voir Internet et ils savent pas que ça existe. Vous pensez vraiment que nos libertés sont bafouées, que ces gens, ils ont pas pu faire leur film et que tous les gens que Jacques Pillet a cités, ils peuvent pas s'exprimer sur les réseaux sociaux et ils peuvent pas avoir parfois une audience qui est plus forte que les médias. Donc je trouve que ça, c'est vraiment un discours d'arrière-garde qui est vraiment drôle. Ces gens sont bâillonnés, mais faites-moi rire. Ils sont toute la journée à faire des posts sur les réseaux sociaux, à avoir beaucoup d'audience, à produire des films. Mais on peut tout dire actuellement. Ce grand mythe de on peut rien dire, mais c'est un gag, sincèrement. Et les Natacha Polony et d'autres sont juste des réacs. Et on est dans ce monde de réactionnaires qui sont là en train de s'exciter sur les réseaux sociaux en disant « Ah, on peut rien dire, on peut rien dire. » Mais vas-y, ouvre un post Facebook et avec toi, tu peux tout dire aujourd'hui. Donc le problème, c'est pas ça, c'est plutôt un problème général, c'est qu'on est en perte de sens, globalement, même avant le confinement, même avant la pandémie, on cherche le sens, et c'est compliqué, la politique ne marche plus, la religion ne marche plus, tout ça, ça fait plus du lien, donc on cherche d'autres sens, le complot, pourquoi pas. Et puis après, individuellement, ces gens ont beaucoup d'audience. Et la drogue de 2020, c'est quoi? C'est pas l'argent, c'est la célébrité, c'est que ces gens, ils ont énormément de likes, énormément de partages. Si vous dites à peu près n'importe quoi sur Facebook, vous avez beaucoup plus d'audience que mon collègue qui va faire un truc factuel, bien fichu, dans les standards de l'art, mais qui sont pas très sexy. Donc les gens, oui, ils peuvent tout dire et ils peuvent même vivre de ça, parce qu'après, quand ils ont beaucoup d'audience, ils peuvent faire de la pub, faire des séminaires et ainsi de suite. Donc ce qu'on voit, c'est des sorciers de l'info grâce à ces nouveaux médias, et en fait, ils sont en train de concurrencer la presse traditionnelle. Donc bien sûr que ça existe, ce fracassement maintenant qui arrive entre la presse traditionnelle et les réseaux sociaux. Il nous faut conclure, Jacques Pillet, fait très très court. Je ne peux pas laisser dire ça. Ces voix dérangeantes, justement, se trouvent sur la nébuleuse d'Internet. On aimerait aussi les entendre dans des médias sérieux, reconnus, comme les vôtres, comme la RTS, comme Le Temps. Je pense que le fait de ne pas s'ouvrir suffisamment au débat dans les médias traditionnels encourage justement cette fuite, avec tous les dangers qu'elle comporte, vers les réseaux incontrôlé et incontrôlable d'Internet. Votre regard sur le film Hold Up, l'un des phénomènes médiatiques du moment. Jacques Pillet du site d'opinion Bon pour la Tête, Stéphane Benoît-Godet, rédacteur en chef du Temps, Grégoire Lemarchand, journaliste à l'agence France Presse. Merci, excellente soirée à tous les trois. Merci. Merci. Forum, Mehmet Gültas, Renaud Malik. Et à 18h53, il est temps d'accueillir notre invité sport du dimanche. Bonsoir Caroline Ulrich. Bonsoir. Vous êtes un des grands espoirs du ski-alpinisme en Suisse. On vous a découvert en janvier dernier, lors des Jeux Olympiques de la jeunesse de Lausanne. Vous avez remporté 2 médailles d'or. Un grand moment évidemment de votre jeune carrière. Et on y revient avec vous, Caroline Raymond. Oui, Caroline Ulrich, vous avez été une des personnalités qui ont marqué les Jeux Olympiques de la jeunesse. Vous avez remporté une des premières médailles d'or pour la Suisse dans cet événement qui a rencontré...